C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Rwanda et à son président Paul Kagame, qui justement est le président en exercice de l'Union africaine depuis janvier 2018. Alors, après un an passé à la tête de l'organisation continentale, quel bilan faire de la présidence de Paul Kagame? Nous avons posé la question à Pierre Mukoko Mbonjo. Il est le chef de l'unité de mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine. On l'écoute, on en parle tout à l'heure. Sous la conduite du président Kagame, assisté par le président Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Nous avons aujourd'hui réduit la dépendance financière de l'Union africaine de 60% à environ 30%. C'est-à-dire en moins de 2 ans. C'est une véritable prouesse. Nous comptons aujourd'hui, pour ce qui concerne le prélèvement de 0,2% sur les importations éligibles afin de financer le budget de l'Union. Nous comptons aujourd'hui 25, presque 26 États membres sur les 55 qui sont à des niveaux différents de mise en œuvre de cette décision de prélèvement de taxes. Le président Kagame va continuer le travail avec toute son équipe, avec le président de la commission Moussa Faki et avec nous qui les assistons. Il s'agit vraiment de clarifier cela parce que partout où je voyage, je me pose la question et je me rends compte que ce n'est pas clair. Et certains pensent même que comme il est président de l'exercice de l'Union et qu'il ne le sera plus, ce sera la fin des réformes. Ben non. Donc voilà, la réforme, pour résumer, il y a les aspects financiers et il y a des aspects institutionnels. Et sur ces 2 fronts, l'action menée par le président Kagame, assistée par le président Moussa Faki Mahamat, porte des fruits qui sont palpables, ceci bien entendu, avec la contribution de tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Kevin Maïzou, effectivement, les 17 et 18 novembre 2018, la conférence des chefs d'État membres de l'Union africaine s'est retrouvée en sommet extraordinaire à Addis Abeba en Éthiopie, où elle a adopté et validé la série de réformes proposées un an plus tôt par le président Paul Kagame avec 3 objectifs: rationalisation, efficacité et indépendance financière. On va dire quoi? C'est l'homme qui aura réussi à imprimer véritablement une réelle politique de changement et de réforme à l'organisation qui était, depuis ces 15 dernières années, à la croisée des chemins. Comme on l'a dit lors de la dernière émission, on a débattu de cela. Déjà, il faut voir d'où nous sommes partis. La situation de l'Afrique, de l'Union africaine était extrêmement difficile. Donc, réformer l'Union africaine, c'est en quelque sorte les 7 travaux d'Hercule. Donc, ce n'était pas déjà facile. Et bon, il y a des contingences internes, il y a l'environnement international qui faisait que celui qui a ses boulots n'avait pas vraiment un boulot facile. Alors, pour ce qui est du président Kagame, il avait ramené une méthodologie, je vais dire, innovante. Il s'y est pris avec des cabinets de conseil. Absolument. Comme un entrepreneur. C'est des méthodes du privé qu'il a ramené dans le public. Ça aussi, c'était un avantage. Le bilan est mitigé et c'est de sa faute. Je dirais non, parce qu'on lui a reproché des méthodes autoritaires que, par exemple, l'Afrique du Sud, une grande puissance au sein de l'Union africaine, n'a pas accepté. Bon, la lutte contre la corruption, beaucoup d'efforts ont été faits. La rationalisation... Il a réduit le nombre de commissaires. Grâce justement à sa réforme, l'Union africaine économisera 500 000 $ par an, même si c'est peu. C'est peu, mais c'est déjà un début. Déjà un effort. Et l'autre mesure qu'il a fait adopter, c'est la sanction pour les États récalcitrants, les États qui peinent à payer leurs cotisations. Bien que beaucoup d'États ont calé là-dessus, donc le chemin est long et je ne pense pas qu'un mandat peut suffire à avoir des résultats. On va dire quoi? Le dynamisme de l'homme à l'interne a inspiré ses pairs à lui confier cette tâche gigantesque qui finalement, visiblement, semble être accomplie en tout cas. Oui, mais écoutez, moi je pense qu'une trajectoire vertueuse, à quelques lieux où ça se passe,
incite toujours les gens à vous confier plus de tâches. C'est-à-dire que je pense que l'Union africaine a cru, je pense à raison, que par rapport aux réalisations faites par le président Kagame à l'interne, qu'il était possible, qu'il avait suffisamment de carrure, puisque cela lui a permis aussi déjà d'avoir un rayonnement international, de pouvoir doter l'Union africaine d'une orientation qui pourrait la faire évoluer qualitativement. Donc la nécessité de rationaliser, que ce soit les dépenses, que ce soit en fait les dépenses des charges et même les besoins de l'Union africaine. La dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis des Américains. Oui, mais ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que comment, 60 à 30%. Voilà, comment déjà, bon, je ne vais pas m'offusquer puisque je pense qu'il y a déjà beaucoup d'émissions dans lesquelles on s'est offusqué. Voilà, il faut dire que le fait de réaliser déjà cette réduction de dépendance, ça donne une marge de manœuvre de liberté, d'autonomie à l'Union africaine. Puisque comme vous le savez, on ne peut pas prétendre à la liberté quand on n'a pas les moyens de sa politique. Voilà, donc on ne peut pas prétendre diriger le destin de tout un continent quand on finance ces destins par les moyens qui viennent de l'extérieur. Donc la nécessité de réduire cette dépendance participe à une vision d'autonomie et de liberté du président Kagame, vision qu'il insuffle déjà à l'intérieur de son propre pays. Il dit quelque chose de particulièrement frappant. Il dit l'Afrique n'a pas besoin de babysitter. Elle peut se débrouiller toute seule. Non, mais c'est qu'une question de volonté politique, cher ami. C'est-à-dire que l'Afrique a suffisamment de moyens, génère suffisamment de fonds. Il suffit qu'il y ait une bonne volonté politique encadrée, avec une volonté de rationalisation de tout, l'Afrique peut s'autofinancer. Et justement, je rejoins exactement Maître Nzamba. Kagame, on est venu le voir, puisqu'on a vu qu'il avait une méthode qui marchait dans son pays. Donc, quelque chose qui marche. On ne change pas une équipe qui gagne, on connaît cet adage. Et justement, dans le fait est qu'il veut diminuer la dépendance de l'Union africaine par rapport aux aides extérieures, montre à quel point il est panafricain. Panafricain dans le sens aussi, vous étiez en train de parler d'efficacité, je dirais même plus que c'est de l'efficacité, c'est de l'efficience. Efficience dans le sens qu'il y a un rapport aussi par rapport aux moyens qu'il utilise. Les moyens, il essaye de les rationaliser d'une manière efficace et donc on atteint l'objectif. Et c'est pour ça aussi qu'il a proposé la taxe Kaberuka. La taxe Kaberuka, 0,2% exactement, sur les produits importés. Estimé à peu près à 1,2 milliard. Qui permet justement d'avoir une certaine indépendance de l'Union africaine face aux contributeurs. Et on a besoin justement de cette indépendance pour pouvoir faire avancer l'Union africaine et pour que leurs actions s'inscrivent dans l'effectivité. Monsieur Mouizerwa, vous disiez que c'est parce que le président Paul Kagame réussit à l'interne que ses pairs l'ont sollicité pour conduire la réforme de l'Union africaine. Mais il y a une question quand même qui est essentielle et que vous devez nous aider à comprendre. C'est, et on le voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la question de la cohésion nationale, la question de la réconciliation. Je rappelle quand même qu'en quelques semaines, 800 personnes ont été assassinées en avril 1994. 800 000. 800 000 personnes. Vous êtes 800 000 personnes, évidemment. Vous revenez de loin. La question aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes réconciliés? Excusez-moi de citer une anecdote. En Hollande, j'ai vu des Rwandais habiter le même immeuble, mais parce qu'ils appartiennent à deux ethnies différentes, ils ne se parlent pas. Est-ce que vous avez réussi à vous réconcilier? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle gachacha. Je connais. Gachacha, c'est prisonnier, c'est tribunaux traditionnels que vous avez institués. Bien sûr, justement. Exactement. On a instauré cela pour pouvoir justement rendre effectif cette réconciliation. Je peux prendre l'exemple de maintes et maintes personnes qui ont participé au génocide contre les Tutsis, qui devaient avoir des réclusions criminelles à perpétuité, voire des 20 ans de prison qui devaient être effectifs, excusez-moi. Et concrètement, ces personnes, on les a vues ressortir au bout de 9 ans.
9 ans, parce que ça suffit pour faire la réconciliation. Non, je finis. Ça ne suffit pas pour faire la réconciliation. 9 ans parce qu'ils avaient fait aussi la démarche d'aller voir les personnes qui étaient les victimes, de leur demander le pardon. Et c'était aussi un échange. Vous voyez, ce n'est pas qu'au sein de la justice que cela se règle. Cela se règle aussi entre les différentes personnes. Et au Rwanda, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réconciliation. Parce que s'il n'y avait pas une réconciliation, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. La chose est dire que Kagame... à l'extérieur du Rwanda, de nombreux Rwandais qui vous disent tant que Paul Kagame sera président rwandais, nous n'irons jamais. Je ne vais pas généraliser, mais il y a pas mal de personnes qui ont participé au génocide et qui se sont enfuis et qui ont été accueillis dans différents pays de l'Occident. C'est normal que ces gens-là ne veuillent pas rendre des comptes à la justice rwandaise, mais la grande majorité des Rwandais retournent. Je pense qu'on fait partie d'une de ces diasporas où la plupart des personnes imaginent leur avenir au Rwanda. Par exemple, moi, je suis un fruit un peu... de cet exil, étant donné que je suis arrivé ici à l'âge de 4 ans. Oui. Pendant très longtemps, je ne voulais plus entendre parler du Rwanda, parce que quand on parlait du Rwanda, c'était par rapport à toutes ces choses qui étaient catastrophiques qui sont arrivées au Rwanda. Mais pourtant, à l'heure actuelle, je fais des allers-retours au Rwanda et je me vois vivre là-bas. Et je ne suis pas le seul. Donc, Kagame aussi a fait un pari, c'est de miser sur la jeunesse. On sait très bien que les mentalités sont difficiles à faire évoluer. L'ancienne génération, son temps est passé. Notre nouvelle génération, moi je peux vous le garantir, qu'on est beaucoup moins dans tout ce qui est savoir si toi t'es tel ou tel ou tel. Moi, beaucoup de personnes me demandent t'es telle ethnie ou t'es telle ethnie? Moi je réponds tout simplement, je suis rwandais. Et ça, c'est l'état d'esprit majoritaire du pays. On aura toujours des dissidents. Ça existera toujours. Si je peux dire, même le Christ n'a pas réussi à faire l'unanimité. Est-ce qu'il est envisageable, Monsieur Moïse Roy, vous avez aujourd'hui plusieurs prisonniers au Rwanda qui se considèrent comme étant des prisonniers politiques. Alors effectivement, en septembre dernier, le président, par un geste inattendu, a libéré plus de 2000 prisonniers, dont Ingabire, Victoire Ingabire. Et Kizito Mihigo, deux figures importantes de l'opposition rwandaise. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les années à venir, il y ait plus d'ouverture politique, il y ait plus d'espace d'expression démocratique au Rwanda, puisque c'est la principale critique aujourd'hui que fait l'opposition rwandaise? L'opposition, qu'est-ce qu'elle appelle être une démocratie? Est-ce que c'est des pâles copies qu'on a en Occident, changer de président à chaque fois, juste pour montrer qu'il y a une transition politique? C'est une question légitime. Non, mais justement, nous, on a décidé d'avoir notre modèle économique, politique. Nous, on a opté pour la cohésion. La cohésion et le consensus. Au Rwanda, il y a un consensus. Vous dites peut-être, ou les opposants disent qu'il n'y a pas d'espace politique pour les... c'est réduit. Ils ne disent pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, puisque effectivement, on a vu le militant du parti Les Verts qui s'est exprimé. Il y a le parti démocratique, le parti Les Verts démocratiques, et il y a aussi le parti social Iveruki, qui est représenté au Parlement. Et au Rwanda, plusieurs portefeuilles ministériels ont toujours été ont toujours été tenus par d'autres personnes que ceux du FPR. Donc, concrètement, elle existe déjà. Un autre élément ouverture. important, vous êtes aujourd'hui avec l'Éthiopie et les exemples les plus illustratifs au monde en termes de politique de parité, et 50% d'hommes, 50% de femmes dans les plus grandes institutions. Même plus, 60% de femmes. Quelquefois, ça vous vient d'où? Mais justement, c'est représentatif de la société rwandaise. Et justement, là-dedans, on y voit une marque de démocratie. Puisque la démocratie, elle est faite pour le peuple. Et dans le peuple, on ne peut pas nier qu'il y a des femmes qui sont majoritaires. Et donc, il est totalement normal qu'on les retrouve dans les instances de direction du pays.
Kevin Mazo, comment imaginer l'avenir de ce pays qu'on admire aujourd'hui? Et ça amène aussi à la question, est-ce que le modèle rwandais est respectable? Pour l'avenir du Rwanda, je crois la chose la plus importante à faire, parce que le problème du Rwanda actuel, c'est quoi? Il y a un groupe de personnes venues de l'Ouganda qui sont des Tutsis anglophones, qui sont devenus un problème pour tout le monde. Un problème pour... Rwandais, hein? Oui, oui. Mais non, ils étaient en Ouganda. Oui, mais ça, les FPR. Ça ne leur enlève pas. Non, je ne nie pas qu'ils soient rwandais. Ils sont arrivés au Rwanda. Ils ont un problème avec les Tutsis restés au Rwanda, avec les Tutsis venus du Congo, avec les Hutus et avec les Pygmées. C'est une oligarchie financière qui se comporte d'une certaine façon et qui a les rênes de tout. Tant qu'il n'y aura pas redistribution, tant qu'il n'y aura pas justice par rapport à cette oligarchie, l'avenir du Rwanda est compromis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cette oligarchie, tant qu'elle ne cessera pas de s'aimer la mort au Congo, il y a eu 1 million de morts au Rwanda, il y en a 10 millions au Congo. Et les Congolais ne vont pas continuer à les tolérer. Donc, tôt ou tard, ça risque de redéstabiliser la région. Donc, le modèle rwandais... De toute évidence, le président Paul Kagame du Rwanda le clame. Il dit poser aujourd'hui les piliers, les jalons pour un Rwanda stable, pour un Rwanda prospère. C'est ce que tout le monde souhaite d'ailleurs. Mais s'il vous plaît, donnez-moi juste une seconde. Parce que on entend toujours les personnes dire que le problème du Congo, c'est le Rwanda. C'est assez simple. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Il faut savoir qu'à l'est du Congo, dans le Nord Kivu, il y a à peu près plus de 10 groupes, au moins 10 groupes armés. Ou congolais? Que ça soit le FLN, que ça soit les FDLR, que ça soit les Mai Mai Simba, que ça soit l'ADF, etc. etc. Créé par qui et instrumentalisé par qui? Je n'ai pas assez de doigts pour dire... Créé par Paul Kagame. Mais il faut savoir, donc, ça serait absolument absurde de balayer justement cette complexité en disant que le problème à l'est du Congo, c'est une guerre économique, c'est le Rwanda qui pille le Congo. Le problème du Congo doit se régler au Congo. Non, alors que le Rwanda reste de l'autre côté de la frontière. Mais c'est ce qui se passe. Non, mais la guerre de 96 a été menée par Paul Kagame. Mais ce n'est pas le Congo qui a accueilli les génocidaires. Non, c'est l'ONU qui les a envoyés et le Rwanda les a massacrés. C'est le Congo qui les a accueillis. Personne les avait fait. Je constate que ça tourne au débat. Le pouvoir congolais le clame régulièrement. La RDC est un État souverain. Oui, dirigé par un officier de l'armée rwandaise. La RDC dit le président Joseph Kabila. La RDC dit le porte-parole du gouvernement congolais Laurent Mendé est un État souverain. Issu d'une rébellion rwandaise. La politique est appliquée en RDC, est décidée en RDC et appliquée en RDC. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour faire une rétrospective de ce qui s'est passé sur le continent ces 12 dernières années, ces 12 derniers mois, puisque ce politicien est le dernier de l'année. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants.